On serait prêt à commencer, tout le monde? Oui. Bonjour tout le monde, bienvenue. 5e rendez-vous Innovation Recherche et le dernier de l'année 2022-2023, dans le fond. Après avoir discuté on a eu plusieurs présentations sur le recyclage des pellicules plastiques, l'électrofragmentation. On a eu un rendez-vous aussi sur les extractibles forestiers, les macroalgues. Aujourd'hui, on va maintenant parler de l'identification des minéraux avec Francis Donati-Daou, enseignant-chercheur au département de technologie minérale. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait plaisir. Francis, juste pour faire une petite introduction, il est passionné de sciences, ingénieur en hydrogéologie, diplômé de l'Université Laval, puis enseignant depuis 12 ans au Cégep de Thetford. Son expertise principale touche l'hydrogéologie, l'hydrologie, l'hydraulique des cours d'eau, le contrôle de l'érosion et l'environnement minier. Donc, pour se donner un défi, il a mené un projet de recherche dans les 2 dernières années sur l'analyse minéralogique qui touche plus les domaines de l'analyse d'images, du traitement de données et de la programmation dans le cadre du programme RIC du Centre de recherche Coalia. Donc, il va vous faire sa présentation. On se disait tantôt que peut-être on va être juste un petit peu dans le temps. Une bonne demi-heure, bien corsée. On va essayer d'avoir une petite période de questions à la fin, mais vous verrez là, en fonction de vos disponibilités et de vos engagements après. Ouais. Donc, puis pour ceux qui sont en ligne, parce qu'on a toujours une diffusion via Facebook Live, vous pouvez poser vos questions. Stéphane va les prendre, puis il pourra les poser à Francis le moment venu. Donc, merci. Bienvenue à tous. Ça me fait vraiment plaisir de vous présenter aujourd'hui le fruit de mon travail des 2 dernières années, en fait. Donc, compte tenu de ma libération, qui n'est pas énorme à chaque année, c'est un cumul de beaucoup de travail que j'ai fait au cours des 2 dernières années. On va parler de minéralogie, donc plus précisément minéralogie au microscope. Donc, différentes observations qu'on peut faire avec des appareils en microscopie. Et je vais faire tout mon possible pour vous vulgariser tout ça. Je pense que je vais y arriver, c'est mon défi aujourd'hui. Si jamais ça accroche, gênez-vous pas pour me poser des questions, ça va me faire plaisir, je vais essayer de vous récupérer. Vous pouvez manger allègrement durant cette présentation. C'est un lunch and learn, c'est fait pour ça. Petite citation pour détendre l'atmosphère. La science, qu'est-elle sinon qu'une longue et systématique curiosité? Hein, c'est bon quand même. Mais effectivement, c'est un peu l'état d'esprit que j'avais quand j'ai entamé cette démarche-là, de travailler de façon systématique sur un problème et guidé par ma curiosité. Ma curiosité qui a été vraiment piquée à partir du moment où on s'est mis à magasiner pour le FEGSTEM. Donc, ça a commencé à peu près il y a 2 ans. On a eu la chance, ici, au Centre de recherche Coalia, de mettre la main sur un appareil qui s'appelle le FEGSTEM, qui est un microscope électronique à transmission qui va scanner des échantillons. C'est quand même un appareil qui est de haute technologie et qui a des capacités tout à fait étonnantes. Donc, l'appareil, et ce n'est pas celui que je vais vous parler aujourd'hui, en fait, là, mais c'est lui qui m'a un peu challengé à savoir qu'est-ce que je pouvais faire avec l'autre microscope. Donc, l'appareil qu'ils sont en train d'installer actuellement, hein, c'est aujourd'hui, hier, sont ici pour l'installer. Fait qu'on est en train de le recevoir, il n'est pas encore opérationnel. Mais qu'est-ce qu'il fait? Donc, avec des électrons, on vient soumettre un échantillon à un balayage d'électrons. Et puis, avec le signal qu'on reçoit, par exemple, un échantillon de roche ici qu'on voit à l'écran, on est capable d'identifier chacune des phases minérales, donc chacun des minéraux. Et ce qui est intéressant avec cet appareil-là, c'est, premièrement, la rapidité et aussi le fait qu'il nous permet de faire des statistiques sur la proportion des différents minéraux dans un échantillon dans un temps record.
Et non seulement il nous permet de définir c'est quoi les minéraux, mais aussi il nous permet d'identifier où est, par exemple, le fer, où il est concentré dans notre échantillon, dans quelle phase minérale, donc, ou toutes sortes d'éléments chimiques aussi. Donc, je mentionne le fer, mais ça peut être une bonne partie des éléments chimiques d'intérêt qui composent les minéraux. Donc, avec ça, moi, je trouvais vraiment le procédé super intéressant. Et c'est un peu à l'image de d'autres appareils qu'on a reçus chez Qualia. On a vraiment différents appareils technologiques qui sont arrivés dans les dernières années chez Qualia. Et avec tous ces appareils-là, il y a une synergie qu'on peut faire. Il y a aussi, avec l'évolution des capacités technologiques des ordis puis du traitement de données. Mais si on combine tout ça, à mon avis, il y a plusieurs méthodes d'analyse qui peuvent être revues et améliorées. Donc, par exemple, le microscope optique Zeiss, qui permet de prendre des photos haute résolution de minéraux en lumière polarisée. Moi, je pense qu'il peut être optimisé et peut-être même qu'avec un microscope comme ça, on est capable d'identifier automatiquement des minéraux, donc en le couplant avec un logiciel ou une intelligence artificielle. Inquiétez-vous pas, je ne vous abandonne pas dès maintenant, là. Je vais vulgariser chacune des choses compliquées que je viens de mentionner. À quoi il ressemble, premièrement, le microscope optique Zeiss? Je vais vous le présenter, l'appareil. Quelques notions de physique optique et la définition de la birefringence, qui est la propriété, la caractéristique dans les minéraux que moi j'ai étudiés. C'est quoi la lumière polarisée? Je vais vous montrer un peu c'est quoi la pratique courante en minéralogie appliquée, donc en minéralogie en microscopie optique. Puis je vais vous montrer après ça, moi, ma démarche. Donc, une façon, je pense, innovante, très originale d'utiliser les photos générées par le Zeiss pour identifier automatiquement des minéraux. Le microscope, c'est celui-là qu'on a ici dans nos laboratoires. Donc, c'est un microscope de très haute performance. Hein. Il y a vraiment une très bonne caméra qui est au-dessus, qui nous permet de faire des vidéos, des photos. Et les observations, essentiellement, on les fait sur un écran d'ordinateur. Donc, on est loin du microscope où on est vraiment planté les deux yeux. Les binoculaires peuvent servir, là, mais essentiellement, on travaille beaucoup avec l'ordinateur. Donc, on a vraiment une composante donc, de caméra, tout ça qui est très bonne, mais aussi toutes les composantes optiques de l'appareil sont vraiment haut de gamme. Ça nous permet de faire vraiment des images et des photos de très bonne définition. Comment on procède en minéralogie? On va préparer les échantillons de façon assez standardisée. Donc, on va préparer des lames minces ou des sections polies. C'est la façon standard de préparer un échantillon en minéralogie appliquée. Et donc, les lames minces, en réalité, c'est un échantillon de roche que je viens trancher et polir, et je viens l'affiner jusqu'à une épaisseur de 30 à 35 microns. Tandis que les sections polies, elles, sont plus épaisses, donc c'est un peu différent. Moi, je vais m'attarder beaucoup plus aux lames minces de roche, donc qui ont des épaisseurs de 30 à 35 microns. Ça ressemble à ça ici. Donc, on a un échantillon de base ici, un granit, qu'on vient trancher, on vient coller sur une plaque de verre et on va venir l'affiner. Donc, il y a tout un processus pour produire cet échantillon-là. Mais ici, dans le laboratoire de Qualia, on est entre autres équipé pour préparer l'échantillon. Donc, on peut préparer avec différentes étapes de coupage, de polissage. Très progressivement, on peut atteindre des lames minces de roche vraiment très, 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 très polies et bien affinées. Alors, cette lame mince-là, je viens l'installer sur le microscope, sur la platine tournante qui est ici, et la lumière va être émise sous l'échantillon et va traverser la lame mince. Donc, et après ça, bon, elle va rentrer dans l'objectif. Éventuellement, l'image va être captée par la caméra. Donc, ce qu'on observe, c'est un exemple d'observation de lame mince. Fait que c'est vraiment des
des belles images qu'on obtient. C'est très artistique dans un sens aussi. Ça, c'est la nature qui fait ça. La nature, c'est un artiste, à quelque part. Hein? Donc, ici, une image en lumière polarisée grossit 20 fois. Le microscope permet de grossir jusqu'à 250x environ. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à ce grossissement-là. Là. Déjà, à 20x, on voit vraiment beaucoup de détails. Donc, on voit ici de l'hornblende verte, de la biotite, des minéraux qui sont transparents et d'autres opaques. Les minéraux opaques, généralement, c'est eux qui vont contenir des minéraux, des métaux, entre autres. Et les minéraux transparents, c'est généralement des silicates. Donc, ici, un autre exemple d'image d'une propriété d'un client, d'un gisement pour lequel Koalia a travaillé dans les dernières années. Et on voit vraiment là, beaucoup de détails, toutes sortes de phases minérales. Donc ça, on a une photo en lumière polarisée, puis une photo en lumière analysée. Je vais venir vous expliquer c'est quoi. Je vais vous montrer aussi l'interaction qu'il y a avec... J'ai coupé le son, c'est volontaire. Donc, avec la platine tournante... Oh, excusez. Ça ne sera pas long. Je vais vous montrer ça ici. Donc, l'échantillon, ce que je peux faire aussi là, avec le microscope, on peut le pivoter. Puis, il y a tout un jeu de couleurs qui est révélé après ça. Donc, quand on vient pivoter l'échantillon, on voit vraiment différentes couleurs. Et ça, en réalité, ce que vous voyez actuellement, c'est la biréfringence. Donc, la biréfringence, c'est une série de couleurs comme ça que je vais prendre la peine de vous expliquer un petit peu plus loin, là. Mais on a vraiment des images super belles des minéraux. Donc, voilà. Je vais vous montrer un peu ce qu'on voyait à travers le microscope. Ici. Je trouvais que ça valait la peine de vous montrer ça en mouvement, donc pour vous donner une bonne idée. Donc, pour bien comprendre ce que c'est la biréfringence, là, il faut que je revienne sur certaines notions de physique optique. Fait que là, il y en a qui vont se rappeler des notions du secondaire 5. OK, fait que je vais revenir avec quelques notions de physique optique. Ça va vous permettre de comprendre vraiment ce qu'on observe au microscope. Alors, la réfraction de la lumière. Premier concept important de bien se rappeler. Alors, si la lumière passe d'un milieu à un autre, elle va être déviée si l'indice de réfraction est différent entre les deux substances. Donc, par exemple, ici, on a une image, on voit que l'image est déviée. Le pinceau est coupé. C'est l'effet de la réfraction de la lumière. Si j'ai un milieu ici qui est de l'eau, j'ai un milieu ici qui est de l'air, et j'ai un rayon qui passe d'un milieu de l'eau à l'air, le rayon va être dévié, compte tenu que les deux ont des indices de réfraction qui sont différents. L'air, environ 1. Le milieu, l'eau, c'est environ 1,33. 1,3. Donc, ces propriétés-là des matériaux à dévier la lumière, c'est quand même bien connu. Fait que l'indice de réfraction, donc, on a les lois de Snell-Descartes qui disent N1 sin de l'angle d'incidence est égal à N2 sin de l'angle de réfraction. Donc, si vous avez le premier milieu qui est de l'air, alors N1, c'est environ 1. Alors, à ce moment-là, on est capable de tracer une relation entre l'indice de réfraction du matériau et les angles qu'on observe. Vous avez ici un rayon qui traverse un bloc de verre. Et ce qui est peut-être un peu moins connu par rapport au phénomène de réfraction, c'est que l'indice de réfraction va donc être une proportion des variations de la vitesse de la lumière dans l'air et dans le milieu comme tel. Donc, N2, l'indice de réfraction dans le milieu, est égal
à la vitesse de la lumière dans le vide sur la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, vous avez ici des indices de réfraction de différents matériaux, de la glace à aller jusqu'au diamant, en passant par différents types de verre. On a des indices de réfraction ici. Et on voit aussi que la vitesse de la lumière dans les différents milieux va varier, va être plus faible, en fait, plus l'indice de réfraction est élevé. Donc, on a dans la nature plusieurs substances qui vont être isotropes ou monoréfringentes. Ça veut dire que ces substances-là ont un indice de réfraction unique. Par exemple, du verre. Les gaz sont comme ça, les liquides sont comme ça, les corps solides vitreux, avec les vitres, puis certains corps cristallisés, mais ils sont quand même plutôt rares. En minéralogie, les minéraux, les cristaux, pour la plupart, ce sont des substances qui vont être biréfringentes. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont avoir deux indices de réfraction. Vous voyez ici un bloc de calcite dans lequel un laser qui vient rentrer. On voit que la lumière est déviée non seulement dans un angle, comme les substances isotropes, mais il va avoir donc une variation de la déviation. Donc, il n'y a pas un rayon ici qui va traverser droit. En fait, le rayon va être dévié dans un angle qui est petit et dans un angle qui est plus grand. Donc, ça s'observe ici avec un cristal de calcite. On peut comparer les substances biréfringentes des monoréfringentes. Donc, on a ici le cristal. On voit que l'image est dédoublée, en fait, du quadrillé qui est derrière sur la page. Ici, on a une image qui est déviée une seule fois. Je vois qu'un seul pinceau, mais on voit qu'il est dévié. Alors, les substances biréfringentes sont bien connues. On connaît de quelle façon les minéraux vont dévier la lumière. Donc, un indice de réfraction plus petit, un indice de réfraction plus élevé. Pour bien des minéraux, vraiment, là, on va avoir ce phénomène-là. Donc, différents indices de réfraction dans un seul et même cristal. Et la biréfringence, elle, concrètement, elle va se définir entre la différence entre l'indice de réfraction grand et l'indice de réfraction petit. Donc, le n grand moins n petit donne la biréfringence. Donc, la biréfringence, en fait, ce que je vous ai montré, je vais aller un petit peu plus loin. Donc, ce que je vous montre ici, une lame mince, donc transparente en lumière polarisée, puis une lame mince en lumière analysée. Donc, ce que j'observe ici, la couleur, en réalité, c'est la biréfringence. Donc, le résultat de la différence entre les deux indices de réfraction. De quelle façon que ça s'opère, ça? C'est donc notre microscope qui nous permet d'observer la biréfringence. C'est grâce à des filtres de lumière qu'on appelle des polariseurs. Donc, la lumière blanche, en réalité, la lumière blanche, c'est une série de longueurs d'onde. Donc, vous avez des longueurs d'onde plus courtes à plus élevées, puis c'est ça qui fait varier en réalité la couleur. C'est une combinaison de toutes les longueurs d'onde ensemble du spectre de lumière visible, ça nous fait de la lumière blanche. Ce que le polariseur fait, lui, en réalité, la lumière blanche, là, donc on a ici un schéma de lumière blanche, fait qu'on voit des longueurs d'onde de différentes longueurs, mais aussi différents sens de vibration. Fait que la lumière blanche, elle, quand elle est émise, les rayons de lumière, les longueurs d'onde vont vibrer dans tous les sens. Fait que la lumière blanche qui est actuellement dans la pièce, là, on a vraiment des longueurs d'onde qui varient dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans tous les sens. Le polariseur, ce qu'il va faire, il va laisser passer seulement un sens de vibration des longueurs d'onde, mais quand même, il peut avoir différentes longueurs d'onde qui vont passer au travers. Donc, avec un polariseur, c'est de la lumière blanche qui traverse quand même, mais elle va vibrer dans un seul sens. Puis, si je mets un deuxième polariseur, à ce moment-là, il se crée un effet quand j'observe les minéraux, où je vais pouvoir observer uniquement
les couleurs de biréfringence. Donc, c'est la seule portion de la lumière qui va réussir à traverser les doubles polariseurs. Donc, ce qu'on a ici dans un microscope, on a l'émission de la lumière blanche. On a un premier polariseur juste au-dessus de la lumière blanche. On va avoir notre échantillon qui est sur la platine tournante avec les objectifs. Et on a un deuxième polariseur qu'on peut installer ici, qui est optionnel. Donc, quand je travaille avec juste un polariseur, on va dire qu'on travaille en lumière polarisée. Puis quand je travaille avec un deuxième polariseur, on va dire qu'on travaille en lumière polarisée analysée. Donc, c'est cet analyseur-là qui nous permet d'observer uniquement la couleur de biréfringence. Donc, voilà ici un échantillon qui est observé à la fois en lumière polarisée et analysée. Et la biréfringence est bien connue depuis les années début 1900. Et un scientifique nommé Michel Lévy a établi une charte comme ça, qui nous permet, en fonction de la couleur de biréfringence, de venir sur la charte trouver non seulement la valeur de la biréfringence, mais des minéraux qui sont associés. Fait que la biréfringence, concrètement, peut nous servir à identifier des minéraux. Et moi, je trouvais que cette façon-là de procéder est tout de même scientifique, mais elle est plutôt qualitative. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai une image ici en lumière polarisée puis en lumière analysée. Alors là, je fais comment pour déterminer c'est quoi ce minéral-là sur la base de la biréfringence? Bien là, on a une couleur. Là, après ça, on se réfère à la charte. Puis après ça, bien, on peut venir dire, OK, bien là, je suis pas mal dans le vert ici, mais ce vert-là, je suis pas sûr. Tu sais, je vais-tu réussir à identifier mon minéral de cette façon-là? Donc, je trouvais, bon, la méthode, puis en réalité, en microscopie optique, il y a d'autres paramètres qu'on va analyser pour déterminer c'est quoi la nature de minéral. Ce n'est pas seulement la biréfringence, mais c'est une des caractéristiques qui nous permet d'identifier des minéraux. Puis, moi, je la trouvais quand même assez qualitative, mais je me suis dit, avec les méthodes actuelles, avec les capacités des ordinateurs, de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aurait moyen de prendre une image comme celle-là et de traiter l'image sous forme de données, puis après ça, d'extraire la valeur de la biréfringence? Est-ce que vous me suivez jusqu'à maintenant? Différentes images, vous voyez, de lumière polarisée analysée, différents minéraux. Donc, j'avais une amphibole. Ici, j'ai un pyroxène qui est en train de se métamorphiser carrément. Ici, j'ai des amphiboles encore avec de la biotite, avec des amphiboles, avec des... j'ai aussi du feldspath au travers. Donc, quelqu'un qui connaît ça est capable d'identifier quand même assez précisément les minéraux. Mais je me suis dit peut-être qu'un outil permettrait justement d'être plus efficace, d'être plus précis. Puis, en même temps, même quelqu'un qui connaît peu ça pourrait se servir d'un outil pour identifier certains minéraux. Je vais essayer de poursuivre pour tout de suite. Puis, si on a le temps de regarder des belles images de minéraux, on va revenir. Donc, je suis tombé sur les travaux d'un dénommé Sorensen, qui est un Scandinave, qui a travaillé sur la charte de Michel Lévy, puis lui, il en a fait une nouvelle. Donc, et lui, ce qu'il a réussi à faire, c'est que, bon, la charte de Michel Lévy, en réalité, vous voyez l'épaisseur de la lame mince en microns, puis après ça, on a la biréfringence, là, fait que l'image qui est derrière, là, j'ai la valeur de la biréfringence qui est là. Donc, si j'ai une épaisseur de lame mince de 30 microns, puis que j'ai cette couleur-là, bien, je suis capable de déterminer c'est quoi la valeur de biréfringence associée, puis éventuellement des minéraux. Mais ce que lui a réussi à faire, il a décomposé toutes ces couleurs-là en sous-composantes red, green, blue, donc la composante rouge, la composante verte et bleue, de ce qu'on peut observer à l'œil, puis de ce que les pixels permettent de faire aussi à l'écran. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant. Et voilà. Donc, après ça, je me suis lancé le défi. À partir d'un logiciel bon, dans le fond, le défi, c'est extraire à l'aide d'un logiciel la valeur de la biréfringence. Fait que j'ai pris cet échantillon-là, qui est un granit,
pour lequel je connaissais bien les minéraux et leurs proportions. Puis je me suis dit, je vais essayer avec un logiciel de cartographie qui s'appelle QGIS, d'extraire de transformer en fait l'image en données, puis à partir des données, après ça, d'extraire la valeur de la birefringence. Au même titre que bien des compagnies qu'on connaît bien vont tracer automatiquement des zones en cartographie, là. Fait que si on consulte des services comme Google, par exemple, ou d'autres qui ressemblent, là, puis qu'on regarde la carte, il y a une version simplifiée de ça, mais ce n'est pas quelqu'un qui a dessiné ça à la main pour toute la planète, là. C'est un algorithme qui a travaillé sur l'imagerie satellitaire et qui est capable de déterminer un peu la couverture du sol pour nous donner une bonne idée. Fait que de cette façon-là, moi, j'ai dit, je vais utiliser le logiciel QGIS, mais avec mes minéraux. Fait que j'ai pris mes lames de minéraux puis je les ai mis sur mon logiciel QGIS. C'est avec ça que j'ai fait mon traitement d'image. Fait que là, le logiciel, lui, il pense que que c'est une image satellite. Il ne pense pas, là, mais... Puis, avec cet outil-là, je me suis dit, probablement, je suis capable de jouer avec les données puis de transformer ma photo de lame mince en différentes composantes, de construire une base de données, puis après ça, d'extraire les valeurs de la birefringence. Fait que vous me voyez peut-être venir, là, tranquillement, là. Fait que là, j'ai pogné ça, puis j'ai essayé d'analyser avec la définition que le ZEISS nous permet. Impossible. Il y a tellement de pixels à l'intérieur de ça, c'est tellement précis que le logiciel est incapable de traiter les données. Ça génère des données, puis je passais mes journées à attendre comme ça, boire du café pendant que ça traitait, puis j'ai dit, je ne peux pas continuer comme ça, voyons. Je vais y aller plus simplement. Fait que j'ai construit, j'ai simplifié la photo en pixels, et ensuite de ça, j'ai divisé l'image. Donc, n'importe quel fichier JPEG, n'importe quelle image que vous prenez avec votre téléphone, en réalité, il y a des sous-composantes qui sont rouges, vertes et bleues. Donc, ça ici, ça représente l'intensité du rouge dans mon image. Et vous voyez ici, lui qui est très blanc ici, là, vous voyez que c'est très intense en bleu, en vert et en rouge. Donc, l'intensité de la lumière, dans le fond, des pixels est très intense là. Fait qu'on l'observe ici. À partir de ça, je voulais, moi, à partir de mon image, la transformer pour éventuellement produire une base de données. Fait que j'ai converti, le logiciel me permet ça, de convertir une image en plein de petits carrés. En fait, je suis passé, pour ceux qui connaissent ça, mes étudiants vont savoir, de données matricielles à données vectorielles. Donc, j'avais un fichier comme ça ici, et puis après ça, j'ai tout recombiné mes trois couleurs, le rouge, le vert et le bleu, dans un fichier un peu lettre, là, c'est juste des petits carrés, mais qu'en réalité, lui, c'est quoi? C'est si je clique sur mon petit carré, je suis capable de venir consulter c'est quoi qu'il y a comme information à l'intérieur. Puis en réalité, j'ai une colonne bleue, j'ai une colonne rouge, puis j'ai une colonne verte. Puis j'ai réussi à me créer une base de données comme ça. Ensuite, j'ai essayé pour juste un petit carré, je suis allé voir. J'ai dit, à partir de ces valeurs-là de bleu, de rouge et de vert, je vais essayer de trouver sur la charte de Sorensen qui, lui, a établi la relation entre l'intensité de chacune des raies de couleur et la birefringence. Puis là, j'ai essayé de trouver la solution optimale. Fait que là, j'ai basculé à ce moment-là en mode Excel et fait que j'ai réussi à reproduire le modèle de Sorensen sur Excel. Puis, j'ai trouvé l'intensité relative de mon pixel de couleur. Là. Ça donnait 0.45, 0.43, 0.50. Puis, parmi toutes les valeurs sur ce graphique-là, j'ai essayé de trouver la solution optimale. Puis, ça m'a donné, donc en termes de résultats, je suis arrivé très près de la vraie valeur. En fait, ça m'a donné un retard optique, une birefringence de 84 nanomètres. 84 nanomètres de retard optique, donc 0.002 de birefringence. Puis le minéral que j'avais pointé, que je connaissais, qui était un feldspath potassique,
sa vraie valeur de biréfringence, c'était 0.004. Fait que j'arrive quand même proche de la réponse. Mais c'est pas optimal encore. Il faudrait vraiment que je travaille le modèle longtemps, puis que je prenne non seulement juste un point, mais un nuage de points possiblement, pour voir si, effectivement, cette façon de faire-là est efficace. Fait que ça fonctionne. Ça peut fonctionner, je pense, mais ce n'est pas encore optimisé. Je pense que c'est quand même assez compliqué, puis c'est difficile à mettre en application. Mais il y a une possibilité, je pense, de cette façon-là. Cette démarche-là, je pense qu'elle est bonne, mais elle pourrait faire l'objet vraiment de travaux ultérieurs pour l'optimiser et pour éventuellement la mettre en application. Et là, j'ai une dernière petite méthode que j'ai essayée. J'ai trouvé une application dans le logiciel qui permet de faire de l'analyse d'images semi-automatisée. Donc, c'est une variante d'intelligence artificielle. On dit plus machine learning là, dans le jargon. Ce n'est pas vraiment une intelligence artificielle sur un serveur à l'extérieur du cégep. C'est plutôt un algorithme dans mon ordinateur qui peut s'améliorer par lui-même. Donc, ce que j'ai fait avec ça ici, c'est que j'avais la même image de départ. Et là, j'ai identifié des zones d'intérêt et j'ai identifié la nature de ces zones-là. Donc, c'est-à-dire, j'avais des grains de quartz, j'avais des grains de feldspath et j'avais quelques grains de biotite. Et là, j'ai identifié chacune de ces zones-là. Puis après ça, j'ai lancé l'algorithme pour dire, bien, identifie-moi au complet la lame mince pour savoir c'est quoi. Et là, on se retrouve avec ça. Fait que je me retrouve avec une classification automatique des grains de quartz, de la biotite et des feldspaths potassiques. Que j'ai quand même, je pense, trouvé une façon de faire qui fonctionne, qui ressemble énormément à la façon dont le FEG-STEM va fonctionner. Mais c'est sûr qu'avec la libération que j'avais, je n'ai pas pu aller plus loin puis aller le mettre vraiment, aller le pousser au bout. Il y aura encore quelques centaines d'heures à mettre là-dedans, puis de valider aussi, de voir est-ce que l'identification que j'ai faite pour une lame, est-ce que ça s'applique à d'autres lames minces? Et qu'il y aurait vraiment quelque chose qu'on pourrait pousser là, à ce niveau-là. Fait que, ici, un petit résumé de la démarche que j'ai entreprise il y a plusieurs mois. Et qu'en gros, ça ressemble à ça. Est-ce que vous avez des questions? Tu travailles encore là-dessus? Je pense peut-être pour les 2 prochaines semaines. Après ça, après ça, je sais pas. C'est quasiment une bonne affaire de thèse ou de recherche. Oui, vraiment. Tu sais, en fait, c'était très exploratoire. Puis c'est ça que ce qu'il y avait dans l'annonce, là, hein, c'était une démarche exploratoire. Je voulais voir s'il y avait une façon de faire qui pouvait s'appliquer. Tu sais, le système D, on se débrouille avec les logiciels qu'on a. On essaie de pousser les appareils un peu à leurs limites. C'est ça la technique par QGIS, était-tu meilleure que l'autre que tu as faite par ta deuxième option, là? Avec le FEG-STEM? Ouais. En réalité, là, ça ici, là, Oui, ça. les résultats sont très médiocres en termes quand même rapide, d'efficacité. Tu sais, j'ai programmé le truc, je l'ai lancé une couple de fois. Je peux aller plus loin, mais ici, là, toute la phase qui est rose pâle, là, c'est complètement erroné. Là. Mais par rapport au quartz et au feldspath, il n'était pas pire. Mais ça, il me dit, le rose pâle, c'est de la biotite, mais c'est pas de la biotite. Là. Fait qu'il faudrait vraiment que je fasse davantage d'identification de zones, que j'améliore l'algorithme. Mais c'est un algorithme qui a une capacité d'auto-apprentissage. Fait que plus que tu travailles dessus, plus que tu identifies des choses, plus qu'il va l'intégrer dans son propre algorithme qui va devenir efficace. Fait que l'autre, c'est ça, c'est vraiment un système de cartographie, mais celui-là, il pourrait peut-être plus optimiser encore vu l'intelligence de l'algorithme. Oui. La différence, c'est avec l'autre, c'est beaucoup plus manuel, c'est beaucoup plus ciblé. Je suis capable d'aller sélectionner certains grains qui me posent problème. Avec lui, il va le faire sur l'ensemble.
je ne sais pas à quel point il pourrait devenir précis à la longue. Je ne me suis pas rendu là. Mais le traitement d'image fonctionne. Puis éventuellement, on est capable de faire des proportions avec ça, des statistiques. Et que c'est intéressant pour ça. Mais en termes de niveau d'efficacité, là, sur ce qu'il a réellement réussi à identifier, ben c'est pas très bon pour le moment. J'avais une petite question pour toi. Là, la lame que tu as, sur laquelle tu l'as testé, les minéraux, il y avait surtout des couleurs blanc et noir. Ouais. Est-ce que tu l'as essayé avec une lame mince que tu as vraiment des couleurs de birefringence élevées? Non, j'ai pas essayé. J'ai pas essayé. Mais à première vue, là, sur Excel, là, quand j'étais sur Excel, là, quand je viens rentrer de cette façon-là mes données, que j'ai une valeur ici rouge, verte et bleue de birefringence, puis que je viens le rentrer dans le graphique, j'arrivais quand même à aller chercher une birefringence assez précise. Là. Fait qu'il y a un potentiel là Ça, aussi. c'est avec ton analyse dans QGIS que tu as extrait les pixels. C'est tout ça que tu as décomposé ton image? Oui, exactement. C'est ça. Fait que dans le fond, c'est un petit peu plus tôt dans ma présentation. Là. C'était toute cette section-là. Là. Oui. Tu sais, là, quand que je l'ai faite, puis c'était vraiment étape par étape. Là, je simplifie, je sépare les couleurs. Ensuite de ça, je crée des polygones, je recombine. Et je fais une base de données. Puis à partir de ça, c'est là que j'arrivais sur Excel, puis je comparais avec les données de Sorensen pour voir si j'arrivais... Juste par curiosité, ça t'a pris combien de temps de rendre à partir de l'image, tout décomposer? Ben, Ça se fait-tu en une journée ou ça prend des... J'ai eu des dizaines d'heures de bugs puis d'écrans qui m'arrivaient puis faisaient Oui, ben, puis ça Tu as plantait. fait beaucoup d'essais et erreurs aussi. Là. Vraiment. Mais tu sais, si, mettons, la méthode est optimisée, là, puis que je dis, OK, j'ai une lame mince, je rentre l'image dans le logiciel, ça me prendrait combien de temps à peu près me rendre... Bon, du début là, Ouais. t'as ta photo, là. Tu pars de la Ouais. photo jusqu'à générer la base de données, 5 minutes. Ah, OK. Quand ça va bien. C'est ça, c'est ça. Quand ça va bien. Puis, à un moment donné, là, j'étais quand même pas mal au maximum des capacités du logiciel parce que ici, cette recombinaison-là de toutes les données, là, j'avais 111 000 polygones dans ma base de données. Wow. Fait que là, il était vraiment... l'ordi, là, il était comme... je demandais, là, puis l'ordi faisait « OK, je vais faire mon possible, là, mais... » Peut-être qu'avec une machine plus performante, je serais capable de faire encore plus gros. Mais là, actuellement, j'étais limité avec mon maillage. Là. Je ne pouvais pas aller plus précis que ça. Mais c'est quand même pas pire. Là. T'avais-tu fini? Oui. Moi, juste pour être sûr, Francis, tu sais, dans ton image qui est rouge, là, polygonisée, Ouais. OK, tu as bien du stock. Puis là, après ça, quand tu vas dans recombiner les trois couleurs, Ouais. c'est-tu un point? Tu sais, c'est pas l'équivalent de toute ton image, là, c'est comme une petite zone de ton image. Parce qu'après ça, tu arrives avec une valeur. Ouais. Regarde, je vais te le montrer direct. C'est en réalité, là, les couches que j'ai recombinées, c'est des couches polygones. C'est celle-là ici. Donc, j'ai 3 couches polygones, une qui est pour le rouge, une qui est pour le vert, une qui est pour le rouge. Que j'ai recombiné ensemble à une couleur LED, genre vert-brun, là, pour pas me mélanger. Fait que cette couleur-là, qui est, en fait, dans la base de données, si je la consulte, si je viens sélectionner ici une maille, j'ai la valeur ici bleue, rouge et verte à l'intérieur, l'intensité de ce pixel-là. Puis après ça, ben en fait, c'est à partir de cette couche-là qui est recombinée que là, j'ai une base de données qui est à l'intérieur de ça. Donc, chaque petit carré, là, j'ai la valeur rouge, verte et bleue. J'ai pas eu le temps de les nommer comme il faut, là, parce que ça buguait. J'ai dit, OK, là, ça marche, on va le shooter demain. Quand tu arrivais à ton point 002, là, Oui, ta valeur, là, c'est une petite c'est zone. un pixel, OK. exactement. OK. Mhm. OK. C'est un pixel. J'aurais pu, tu sais, puis là ça devient de l'analyse statistique, puis c'est encore plus.
Mais faire un nuage de points, puis après ça, soit sélectionner à l'intérieur de ça, ou toutes les prendre les points, puis faire la valeur de biréfringence pour chacun. Mais là, ça aurait vraiment demandé de... Ouais. Ça aurait senti Ok. me brûler. Mais c'est pas optimal, mon affaire. J'ai essayé une patente. Oui, non, c'est On peut super. dire ça de même. J'ai essayé une méthode, une procédure que je croyais possible, mais d'un point de vue programmation puis optimisation, on n'est pas là. Mais ça fonctionne. Oui, ton machine learning, c'est-tu un module dans QGIS? Ouais. OK. Ou Plutôt. c'est pas du C'est- Python à part? là? Non. OK. Vraiment, là, j'ai impressionné par les capacités de cette affaire-là. C'est vraiment un très bel outil. Fait que ça s'appelle SCP. Puis le guide même d'utilisation, il est assez bien fait. On est capable de suivre à l'intérieur. Je trouvais ça vraiment très bien. Cool. Mais justement, il faudrait pousser dans l'analyse de ça. D'une part, les couleurs, c'est quelque chose, mais ensuite de ça, c'est les textures. Hein, parce que là, moi, c'est vraiment sur la base des couleurs. Si je zoome out un petit peu, là. Donc, tu sais, ici, en réalité, je l'avais identifié comme feldspath typique, là, celui-là. Là. Donc, le logiciel il a utilisé cette couleur-là, ces couleurs-là qu'on observe, mais en réalité, la texture qu'on voit là, avec les mouchetures à l'intérieur, c'est vraiment typique d'un feldspath. Puis le logiciel, lui, il ne considère pas ça. Mais peut-être qu'il y a une capacité à l'analyser puis que je ne me suis pas rendu jusque-là. Là. Il y a peut-être donc une analyse de la variance à l'intérieur même de ma zone, et non seulement juste de la couleur, mais sur la base des grandes variances d'un point à l'autre, peut-être qu'il est capable d'intégrer ça puis de le comprendre. Là. Mais je n'étais pas rendu là. Je te dirais que là-dedans, là, je suis allé pas mal au maximum de mes capacités. Je me suis pas rendu pas mal où ce que je pouvais. Plus loin, c'est possible là, d'aller plus loin, là, mais pour le moment, là, la conclusion, c'est que ça peut fonctionner puis que c'est pas optimal. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions pour Francis? Ça faisait le tour. Y avait-il une question en ligne? En fait, un commentaire. OK. J'ai Serge Perrault qui nous dit intéressant comme début d'analyse de minéraux, toutefois, on va répéter. Intéressant comme début d'analyse de minéraux. Toutefois, ça risque d'être corsé pour les pyroxènes, amphiboles et comme les autres minéraux à biréfringence élevée comme les épidotes et la titanite. Oui, c'est une bonne question. Il faudrait l'essayer, puis on verrait. Mais effectivement, peut-être qu'à rendu là, c'est plus complexe. Puis en réalité, avec une biréfringence élevée, on se retrouve avec potentiellement une très grande variance de la biréfringence en fonction de l'orientation du cristal. Donc, je pense à ce moment-là, ça pourrait être paramétré, puis on pourrait... ça pourrait même être pas si compliqué que ça d'identifier certains minéraux qui sont plus biréfringents. Mais à suivre. Une autre hypothèse. Ça joue avec l'angle, exactement. Exactement, parce qu'un cristal qui va être complètement dans l'axe de la lumière, ben, il va réagir différemment d'un cristal qui est perpendiculaire à la lumière. Donc, surtout pour les minéraux qui sont biréfringents, ils vont avoir une orientation où ils vont être beaucoup plus réfringents que dans l'autre. Donc, en fonction de l'orientation du cristal, on va avoir une variation de la biréfringence. C'est pour ça que je ne peux pas utiliser cette méthode-là uniquement sur un grain puis prétendre que ça va fonctionner. Il faut que j'aie un ensemble de cristaux. Là, puis idéalement, utiliser, pour ceux qui connaissent bien ça, là, les cristaux orientés dans le bon angle. Dans le bon angle. Merci, M. Perrault, pour votre commentaire, question. Pas d'autres questions? Ça faisait pas mal le tour. Parfait.
Si vous avez des collègues qui ont manqué la présentation, elle va être disponible sur la page Facebook de la formation continue du Cégep, ainsi que toutes les autres présentations qu'on a eues cette année. Donc, s'il y a des sujets que vous avez manqués, qui vous intéressaient, dans la section vidéo, vous pouvez aller les revisionner. Donc, sachez-le. Puis, merci encore pour votre participation ce midi à ce dernier rendez-vous. Merci beaucoup.